J'en sais rien. Donc, je me présente rapidement et après je laisse passer, je laisse la parole surtout aux deux stars. Euh, donc, je suis Maxime Duclou, je suis le président de l'Annigator. Donc, certains nous connaissent déjà. On fait du papercraft, de la maquette, de la figurine résine, de l'origami 3D custom cosplay. Enfin, on fait beaucoup de choses, multi-univers, multi-matériaux. Merci. On se trouve dans le hall 4, stand D040. Et après la conférence, si vous voulez continuer la discussion avec Alban et Yvan, vous pouvez nous suivre, on y retourne tout simplement. Il y a moins de monde, il fait beaucoup plus frais. Que dans les autres halls, oui. Mais il n'est pas évident à trouver parce il faut passer par des tunnels. Et je rigole pas. Voilà, donc au niveau de la conférence, pas de souci. Je laisse directement Yvan qui va animer cette conférence et donc Alban Fika qui est donc notre invité pour la deuxième année consécutive, sculpteur de figurines de son état. Bonne conférence. Merci. Maxime, on applaudit Maxime. Je vais faire comme dans les films, dans les trucs de radio, tout ça. Regardez, je parle dans le micro. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour découvrir le travail de notre ami Alban. Voilà, donc si vous ne le savez pas, en France, on a quand même la joie et l'avantage. Alors, pas mal de personnes de talent qui fournissent désormais des sculptures et des figurines de grande qualité. Et Alban fait partie de ces personnes qui ont fourni quand même de très 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 belles pièces ces dernières années par le biais de différentes sociétés qui nous précisera tout à l'heure. Et l'idée aujourd'hui, c'est non seulement de présenter Alban, de présenter son travail et de présenter la façon dont il s'y prend pour faire ces fameuses figurines. Vous en voyez quelques exemples ici. Alors, on va voir si vous y connaissez un petit peu. Alors, on va commencer par la gauche, qui voilà. Voilà, vous êtes déjà endormi. Au milieu, c'est peut-être un petit peu plus pointu. D'Octanian. Je crois qu'en français, c'était D'Artagnan. Oui, voilà, ils ne sont pas embêtés. Et donc, carrément, donc, sur votre droite, Marty Lupin. Lupin Sensei. Voilà, Lupin Sensei, avec les billets et tout ce qu'il faut. Ouais, c'est vraiment un échantillon de ce qu'Alban a réalisé ces dernières années. L'idée, ça sera surtout pas seulement de montrer ce qu'il a fait, parce que bon, il nous précisait encore tout à l'heure, il est vraiment venu de la franco-belge. Observez quand même la magnificence de ce Lucky Luke. Avec, en plus, je tiens à préciser que le fait d'avoir un Lucky Luke qui est en train de se préparer une clope, je ne pense pas qu'on est là pour en parler, mais... En fait, c'est assez intéressant de parler de ça aussi. C'est que à chaque fois qu'on fait des pièces, donc toutes les pièces que je sculpte sont officielles, et il faut savoir qu'on demande toujours l'autorisation de faire le personnage aux ayants droit, aux personnes qui détiennent les droits du personnage, et on n'a souvent pas le droit de faire certaines choses. On a le droit de faire certaines choses. Parfois, les choses sont imposées. Et là, sur le Lucky Luke, par exemple, effectivement, on avait vraiment demandé à ce que toute la figurine soit vraiment orientée sur l'origine du personnage, sur l'aspect vraiment vintage des années 60. Et donc, pour nous, c'était évident qu'il devait avoir la cigarette. Et on nous avait vraiment dit, non, c'est impossible de la cigarette. Lucky Luke, il n'a pas la cigarette aujourd'hui, on ne pourra pas faire ça. Puis j'ai trouvé un très, très beau dessin de Maurice, un crayonné, où il était en train de rouler sa cigarette. Et donc, j'ai contacté les ayants droit en leur disant, bon, il n'a pas la cigarette à la bouche. Il est en train de se rouler une cigarette, est-ce que ça pourrait passer? Et ils m'ont dit hyper étonnamment, oui, ok, ça passe. Et donc, on a fait cette figurine de Lucky Luke en train de se rouler sa cigarette, qui finalement, pour moi, ça met 10 fois plus en valeur la cigarette que s'il l'avait juste à la bouche. Mais j'en suis vraiment très content parce que c'était un très très beau dessin de Maurice qui l'avait inspiré. Donc on notera déjà que c'est pratiquement le personnage, on le sent vivant, quoi. Il est en train de faire son mouvement, en train de se rouler sa clope et tout. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà exceptionnel en soi, mais le sujet, insistons là-dessus, effectivement, Lucky Luke, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est supposé n'avoir qu'un bout d'herbe à la bouche. Si vous prenez les premiers dessins animés de Lucky Luke,
titubait, et puis dans Tous à l'Ouest, c'est déjà plus le cas, quoi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les films d'animation. Ouais, alors on va peut-être pas après trop s'étendre peut-être sur Lucky Luke, qui est pas vraiment japonais comme personnage. En fait, on s'était dit qu'on l'avait mis, voilà, comme Johan et Pierre-Louis. Moi, pendant 17 ans, j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Faribol, qui produisait vraiment essentiellement des figurines issues de l'univers franco-belge. Et pendant très longtemps, j'ai travaillé sur des personnages de l'univers de la BD franco-belge. Et j'avais essayé de pousser cette société-là à sortir un petit peu de l'univers franco-belge. Et on avait commencé à faire le D'Artagnan, que vous avez vu en photo, le petit chien. Aussi Hellboy, qui je crois est en photo un peu plus tard. Voilà le petit D'Artagnan. Il doit y avoir Dr Doom. J'ai pas le Hellboy. Et c'est à partir de là que moi j'ai vraiment eu de plus en plus l'envie en fait d'aller vers des univers dont je suis vraiment hyper fan à l'origine. Et je suis très fan de BD franco-belge, mais on commençait vraiment à avoir fait le tour un petit peu des personnages les principaux de cet univers-là. Et donc je suis ravi aujourd'hui de vous présenter cette figurine de Sherlock Holmes. Sur laquelle on va un peu plus focaliser, puisqu'on va vraiment suivre toute la création de la figurine. Et là, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas trop d'habitude, c'est-à-dire qu'on va passer vraiment du temps à expliquer vraiment comment l'idée de la figurine naît, qu'est-ce qu'on propose exactement aux ayants droit à l'origine pour essayer d'obtenir l'autorisation de faire la figurine, et puis aussi de ce dialogue qu'il y a avec la société qui produit la statue, qui, elle, a des envies, les ayants droit ont des envies, moi j'ai des envies, et donc on va voir comment tout ça s'articule, et je pense que ça peut être assez amusant d'en parler. D'autant que, encore une fois, faut le préciser, le fait est qu'Alban non seulement est bon dans son domaine en tant que sculpteur, mais il a une force de proposition. C'est à lui, en fait, de convaincre finalement les gens avec qui il travaille de faire tel sujet, ce qui est quand même un peu différent d'autres sociétés qui vont se dire tiens, on veut faire ça déjà, et puis on va passer par un sculpteur. C'est un petit peu différent. Alors c'est vrai. Habituellement, en général, ce qui se passe dans le milieu de la figurine de collection, c'est qu'une société a un pool de sculpteurs. Et c'est souvent la société qui décide des projets qu'elle va produire. Et elle propose en fait ensuite au sculpteur dont elle va penser qu'il est le plus à même de la réussir, tel personnage ou tel personnage, ou même carrément scinder la sculpture de la figurine et proposer le visage de la figurine à tel sculpteur, puis les vêtements à un autre, et puis à la fin on rassemble tous les éléments. Ce qu'il y a aussi d'un peu original dans mon travail, c'est que j'essaye toujours de proposer en fait des projets presque clés en main à la société à qui je propose l'idée, pour m'assurer en fait que le personnage que je vais sculpter et la position dans laquelle il va être, je vais bien la sentir et pas me retrouver dans la position de devoir sculpter quelque chose que je sens pas trop déjà à l'origine, quoi. Je pense que pour réussir une statue, il faut que le sculpteur soit à l'aise, connaisse peut-être l'univers un peu du personnage, soit partie prenante dans les décisions un petit peu qui sont liées à la position. Et j'ai la chance, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en presque 20 ans de métier, de quasiment avoir toujours participé vraiment pleinement à ce choix du personnage et de la pose. Et voilà. Alors aussi, il y a un autre truc qu'on va peut-être préciser par rapport à comment on travaille les autres sociétés, c'est que je suis un des derniers à sculpter de manière traditionnelle, et donc c'est ça qui va être un petit peu amusant pour vous et qui est assez ludique, c'est que toutes mes statues sont sculptées entièrement à la main, et même les petits accessoires, on va voir que parfois j'utilise du bois, et j'aime bien l'idée de vraiment valoriser ce travail manuel qui est en train de complètement disparaître dans notre métier, puisque 99% du métier est aujourd'hui fait de manière digitale, sur des programmes de sculpture digitale. Et c'est vrai que je suis hyper content encore aujourd'hui que pas mal de sociétés me fassent confiance pour sculpter ces statuettes de collection de manière entièrement traditionnelle. Donc voilà, par exemple, ça c'est Dr Doom de Marvel, donc un personnage en dehors de l'univers de la BD franco-belge, sur lequel on ne va pas trop s'étendre non plus. Voilà, alors donc quand là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet,
Quand on a une idée, quand on a une envie, là, moi, Sherlock Holmes, par exemple, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire ce personnage, presque 20 ans, et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé ce métier, j'avais déjà commencé à sculpter ce personnage pour moi, et j'avais appelé Animeland à l'époque pour savoir qui avait les droits, et j'étais tombé sur quelqu'un d'hyper gentil au téléphone qui m'avait gardé assez longuement et qui m'avait expliqué comment le milieu de la figurine marchait. J'étais sorti un petit peu déprimé de l'appel parce que je m'étais rendu compte que les droits de ces dessins animés sont extrêmement compliqués à avoir parce que souvent c'est des coproductions entre l'Europe, le Japon, tout ça, mais en même temps j'avais été hyper motivé par cette personne qui m'avait aussi longuement parlé au téléphone, et c'était Yvan, qui avait pris le temps en tant que rédacteur en chef à l'époque d'Animeland de parler à un jeune sculpteur comme moi du métier de la licence, et donc je te remercie encore, Yvan, d'avoir pris le temps à cette époque-là de m'avoir aidé parce que je suis gentil. Voilà. Comme quoi, faites vraiment attention à ce que vous dites à qui que ce soit. Enfin, moi, dans mon domaine, tout particulièrement, j'essaye quand même de faire attention parce qu'on marque les esprits, on marque les destins, et ça m'est arrivé plus d'une fois dans mon métier, hein, on peut le dire. Donc voilà, donc ça m'a vraiment fait plaisir de savoir qu'Alban non seulement a trouvé cette conversation intéressante, mais que ça l'a aidé. Donc des années plus tard, il m'a contacté, il m'a fait la joie de me passer une figurine de d'Artagnan, en disant bah voilà, c'est un peu ouais, c'était pas Sherlock, je pensais pas à l'époque qu'on aurait Sherlock, et on se retrouve aujourd'hui sur Sherlock, c'est vraiment magnifique. Et donc peut-être on va passer ces images-là. Donc parce que voilà, ce que je voulais dire par rapport à l'idée en amont, c'est qu'une fois qu'on a le personnage, qu'on a la possibilité de se dire, on a identifié les ayants droit, on sait à qui faire la demande, et qu'on a cette espèce d'accord de principe de l'ayant droit qui nous dit ok, proposez-nous quelque chose. Là, on va commencer à passer vraiment du temps à chercher d'abord dans les dessins animés, ou dans la BD, ou dans les comics, et vraiment le premier truc à faire, c'est vraiment ça, se replonger dans le dessin animé. Là-dessus, commencer à regarder des petites poses, des petits dessins qui nous plaisent, et quand on sent qu'il peut y avoir du matériel un petit peu supplémentaire, dans des artbooks, dans des crayonnés, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les chercher, parce que les Japonais, surtout dans le milieu du dessin animé, ils donnent souvent des petites indications, comme on le voit là par exemple sur la truffe, sur la ligne de démarcation du beige et du marron. C'est des choses, c'est des indications qui sont pour nous vraiment précieuses. Donc tout ça, je le garde en référence, et ça va nous aider à créer ce qu'on appelle un concept design. Donc ça, c'est là vous avez l'occasion de voir quelque chose qu'on ne voit pas normalement et qu'on montre pas vraiment. C'est les concept design que je fais et que je propose à CMX Studio, qui est en fait maison Ghibli. C'est la même entité. Et je leur avais proposé, parce que en général je propose pas qu'une pose, là j'en avais proposé 4, et donc je leur avais proposé cette pose de Sherlock qui marche main dans les poches, celle-là les deux mains dans les poches avec la pipe dans la bouche, celui-là en train de marcher en regardant un petit peu en l'air, qui est inspiré d'une illustration qu'on verra un peu plus tard, et celui-là qui est avec l'imperméable dans le vent et la main avec la pipe dans la main. Et là, on discute avec CMYK et on réfléchit à quels sont les points forts et les points faibles de chaque pose. On se met d'accord. Et là, on trouvait que celle-ci était un bon compromis, puisqu'il avait une main sortie. Celle-là a été sympa, mais parce qu'il y avait le mouvement du vent dans l'imperméable, mais il avait les deux mains dans les poches. Donc finalement, on a fait un compromis. Et on est arrivé à cette pose du costume dans le vent, qui met en fait du mouvement dans une pose qui est statique. Et donc ça, on sait que ça va être super efficace en sculpture, parce qu'on va avoir une pose qui est un petit peu figée, mais on va avoir du vent qui va venir animer en fait la pose du personnage. Donc là, il y avait deux essais basés sur des crayonnés, dont je crois que l'un d'entre eux est peut-être dessiné par Miyazaki. Et voilà, il y a quelques petits ajustements sur le concept design, mais une fois qu'il est validé, entre nous, on l'envoie pour validation au studio, et si le studio le valide, on peut attaquer la figurine. Moi, je me garde quelques petites références pour attaquer la sculpture. En général, je la placarde au mur en face dans mon atelier pour le garder en référence. Et on peut attaquer la sculpture. Donc là, on voit tous les instruments de modelage et de sculpture que j'utilise.
En général, ça part toujours d'une petite plaque en bois avec une boule de pâte à modeler que vous voyez au milieu. C'est de la Fimo, c'est une pâte polymère, une pâte qu'on cuit au four. Et elle ne se tient pas d'elle-même, donc on a besoin d'un petit squelette en laiton pour la faire tenir. Et là, c'est ça que vous voyez sur cette image-là. Donc on voit le concept design dans le fond de l'atelier, les petites références que j'ai sur le côté et le petit squelette en laiton que j'ai commencé à habiller de pâte à modeler. Et on essaye de s'assurer à ce moment-là que le squelette en laiton, il est vraiment aux bonnes proportions du personnage. Parce que comme on travaille de manière traditionnelle, ça va être très compliqué pour nous ensuite d'allonger un bras, d'allonger une jambe. Donc il y a un vrai travail de calcul de proportion qui est fait à ce moment-là, pour s'assurer que vraiment le personnage part dans une bonne direction, parce que ça va être plus compliqué de revenir en arrière. Si tu me permets, juste parce que ça peut sembler évident pour toi, mais tu passes quand même d'un dessin qui est à plat, avec un personnage qui est animé à plat, et toi, tu dois le réfléchir en volume. Et vous le voyez peut-être pas d'ici, mais moi j'ai vu le Sherlock sous toutes les coutures, il est parfait sous toutes les coutures. Passer d'un truc en 2D à un truc en 3D, c'est quand même pas si évident que ça. T'as un process dans la tête qui te permet de voir ça en volume, Alors, séparer les formes, etc. Et effectivement, pour éviter les problèmes de proportion, de manipulation. Alors en fait, ce que j'essaye de faire, c'est trouver un dessin du personnage de plein pied et qui n'est pas en train de courir, qui n'est pas dans une pose avec une anamorphose qui pourrait fausser les proportions. À partir du moment où on trouve dans la documentation un personnage dessiné un peu de face ou en entier, on a vraiment des proportions assez nettes sur lesquelles on peut se référer. Et c'est vraiment ça qui va me servir de référence pour la création du squelette. Après, pour tout ce qui est ce que tu disais du volume du personnage sous tous les angles, quand on tourne autour, ça c'est vraiment quelque chose que je vais être amené à travailler en fait tout le long du modelage du personnage. Alors là, il est toujours pris sous le même angle, l'angle du visuel du concept design, mais il faut savoir que quand je travaille, je fais toujours tourner l'espèce de socle en bois que j'ai en face de moi pour travailler toujours le personnage sous tous les angles et m'assurer de ne pas tomber dans le piège de sculpter un personnage qui devient en fait un peu comme un bas-relief et qui va être finalement un dessin en 3D, mais quand on va le tourner, par exemple, il va être hyper plat parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas mis assez de buste, pas assez mis de cambrure dans le dos, pas assez mis de cambrure dans les jambes et qu'on a quelque chose qui est un petit peu trop figé et facial. Oui, parce que par exemple là, il est comme ça, quoi. Il n'est pas droit. Enfin, il a une posture qui fait naturelle, mais ça peut sembler logique quand on le voit comme ça, mais passer encore une fois du dessin. Quand vous dessinez, de toute façon, vous trichez sur les proportions, vous trichez sur... tu parlais d'anamorphose, c'est exactement ça. Voilà, là, il y a des choses qui sont intéressantes. Je vais peut-être me lever. Là, il y a des choses, par exemple, qui sont intéressantes. C'est quand on regarde là où tombe la tête du personnage par rapport au pied, là où tombe le coude, là où démarrent les chevilles et là où elles arrivent par rapport à l'avant du buste, on se rend vraiment compte que les pieds sont vachement en arrière et que donc très probablement en fait les jambes sont vachement en avant et en fait on peut imaginer qu'il y a une vraie cambrure et une vraie courbure ici au niveau du corps dont on sait qu'elle va être super efficace en 3 dimensions et plutôt que d'avoir un personnage en fait qui est juste comme ça, en fait probablement il est en fait plus probablement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va donner vachement de profondeur au personnage de profil et ça va donner vachement de dynamique. C'est ce qu'on voit que j'ai commencé à essayer de faire ici, où on voit que les chevilles sont finalement assez en arrière par rapport aux fesses et que l'aplomb du bassin et que l'avant du bassin en fait tombe quasiment devant les pieds. Et par contre la tête, elle va repartir en arrière. Donc on va avoir vraiment un personnage qui, au lieu d'être comme ça, va être comme ça. Oh, non, comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Voilà. Donc voilà, là je commence à habiller la pâte à modeler de manière un peu plus épaisse. Donc là il y a, je ne sais pas si tous les sculpteurs travaillent comme ça. Je pense que, enfin les modeleurs, chacun a sa propre méthode, mais moi j'aime bien en mettre un petit peu trop, passer par ce stade où il y en a trop pour pouvoir ensuite en enlever, plutôt que de me dire toujours est-ce que j'en ai mis assez, est-ce que j'en ai mis assez. Le seul moyen pour moi de savoir s'il y a assez de matière, c'est d'en mettre trop pour me dire ah ça y est, bon ben là il y en a trop, il faut que j'en enlève.
Donc là, par exemple, on voit que les jambes sont par exemple super... ici, là, sont assez grosses. Et là, je vais commencer à les affiner. Les bras, pareil. Vous voyez, les bras, c'est vraiment de gros boudins que je vais venir travailler ensuite en enlevant de la matière. Ce qui est intéressant aussi de préciser à ce stade-là, c'est que la pâte Fimo, c'est une pâte qui est très molle. Et on a beau la mettre sur un squelette, au bout d'un moment, à force de la travailler, on travaille sur une base qui est molle. Et tout ce qu'on va vouloir apposer comme matière fraîche sur le squelette, ça va avoir tendance à déformer ce qui a déjà été fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent à ce stade-là, par exemple, je fais une première cuisson. Donc là, à ce stade-là, je sors la figurine du socle, je la mets au four, et ça me permet d'avoir une base sur laquelle travailler ensuite, qui est beaucoup plus dure, qui est figée, et qui me permet de ne pas déformer tout ce qui a été fait auparavant. Donc là, par exemple, on voit que derrière, il y a des petites craquelures là qui sont sur le coude, sur le coude du personnage ici, qui montrent qu'en fait, qu'il y a eu une cuisson, et j'ai dû probablement peut-être même retordre un petit peu le bras, ce qui avait dû un petit peu fissurer. Mais c'est pas grave parce que on peut cuire la Fimo autant de fois qu'on veut, et on peut rajouter de la matière dès que c'est cassé, donc il n'y a pas de souci. On notera que parmi les outils, donc non seulement il y a un couteau, mais il y a un tire-bouchon, il y a un rouleau à pâtisserie, on parle de four. Donc voilà, si vous voulez mettre à la sculpture, c'est simple, faites ça à côté de votre cuisine. Ben, c'est vrai que là, cette photo est assez parlante. Oui, c'est vrai que on pourrait presque croire que c'est de la cuisine. Là, en fait, j'ai effectivement utilisé un rouleau de pâtisserie parce que pour les vêtements, c'est assez intéressant d'utiliser un rouleau pour mettre à plat de la pâte à modeler et s'en servir pour faire un patron en fait et vraiment habiller la figurine comme si c'était un vrai vêtement en fait. Donc moi plusieurs fois c'est pas tombé. Alors là ça semble un peu idéal, genre ouais génial on le pose dessus ça marche. En fait il y a beaucoup d'essais, plein de fois je me suis trompé, j'ai fait le truc trop épais, trop long et au bout d'un moment par contre on arrive à trouver la bonne longueur et on a beaucoup d'ajustements qui sont faits pour en arriver à ce stade. Et on va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus les plis en détail. Tu t'aides pas avec, comment dirais-je, un guide en métal, un truc que tu as fait déjà en plomb ou en aluminium pour faire tenir tout ça? Alors, pour une cape, oui, pour une cape, c'est assez intéressant d'utiliser un support. Là, sur le bas de l'impair, on peut se passer d'un support ou d'une armature parce que je l'ai faite un petit peu épaisse. Et je me suis dit, bon, je vais la faire un peu plus épaisse que ce qu'elle doit être normalement, et puis je viendrai l'épaissir par l'intérieur, l'amincir par l'intérieur ensuite. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. Donc là, on voit qu'entre cette étape-là et cette étape-là, on voit que j'ai vraiment sculpté ensuite dans les chaussures. Et alors que les chaussures étaient dures, je suis vraiment venu tailler dedans et j'aime bien travailler la matière et la Fimo quand elle est dure. Ça, pareil, les sculpteurs, chacun a sa méthode, mais moi j'aime bien cuire la matière quand il y en a un petit peu trop comme ça dans les chaussures et vraiment la faire durcir pour ensuite venir tailler dedans. Et je trouve qu'on a un aspect un peu plus sculpté, un peu plus tendu et qui, je pense, se ressent dans la manière d'appréhender les volumes. Donc là, pareil, avec la petite cape sur le dessus. On récupère un petit peu de mouvement, le plus possible de mouvement. Et là, le visage commence à avancer. Donc là, pareil, là, à partir du moment où je suis un petit peu content de ce stade-là, je remets tout au four, je cuis pour être sûr de pouvoir travailler sur le visage en ayant une base sur laquelle je ne vais pas avoir peur de modifier ou de détruire. Donc là, je commence à avancer le nez, les petits poils sur les côtés. Et là, je vérifie. Voilà, ce truc-là, je le fais vraiment le plus souvent possible, c'est-à-dire on tourne autour et on regarde la figurine sous tous les angles pour être sûr qu'on a quelque chose de dynamique, hein, vraiment, et surtout pas trop plat quand on le regarde de profil. Ça, c'est vraiment important. Cet exercice-là, il faut vraiment le faire tout le temps, en fait, constamment tourner autour. Même les sculpteurs digitaux, en fait, ils font toujours tourner le personnage autour. Là, on a un petit, on a un petit accessoire qui est sympa, c'est la pipe. Et je m'étais dit, plutôt que la faire en pâte Fimo, surtout qu'il y a une petite, le petit, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs le. Qui fume la pipe ici? Non, mais dénoncez-vous quand même. Enfin, je me suis dit, comme c'était un petit accessoire, je me suis vraiment dit que c'était mieux de le faire en bois, que ce soit vraiment plus solide. Donc, j'ai vraiment sculpté et taillé dedans comme n'importe quelle, je pense, personne qui sculpte du bois le ferait. Et c'est assez agréable parce que ça va finalement assez vite.
Et on a à la fin vraiment un petit objet en bois qui est vraiment sympa. Voilà. Donc là, ça me permet de le placer dans la main. Et je vais sculpter les doigts autour de l'objet. Et c'est pas un objet que je vais faire ensuite, après la main. C'est vraiment quelque chose qui va m'aider à guider les doigts autour de la pipe pour avoir un mouvement naturel. Donc voilà la petite pipe. Là, je suis passé au socle. Donc sur le même principe que l'aplatissement du tissu pour en faire un costume. Sauf que là, je le fais beaucoup plus épais. Et là, on voit que j'ai commencé à mettre les doigts autour de la pipe en essayant de faire quelque chose de le plus naturel possible. Et là, les détails sur le visage commencent à apparaître. Donc là, il y a beaucoup de recherche qui est faite autour du visage et ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Globalement, la durée de la sculpture d'une figurine, c'est à peu près une dizaine de jours pour avoir une première ébauche. Et tout le travail de découpe ensuite, dont on va parler un petit peu après, il faut rajouter 15 jours après ça. Donc en général, c'est autour d'un mois la conception la durée d'une conception d'une figurine. Donc là, j'ai fait le chapeau, les yeux. Donc là, c'est souvent utile de carrément dessiner des sourcils, dessiner les pupilles pour savoir si les yeux sont bien placés. Là, par exemple, je me suis rendu compte, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte parce que quand le personnage n'est pas de face, souvent le personnage n'est pas d'ailleurs forcément dessiné de face dans le dessin animé parce que c'est pas une pose qui arrange le dessinateur. Enfin, encore que dans le dessin animé, on est quand même aidé par le besoin de voir le personnage bouger sous tous les angles quand même tout le temps, comparé à la BD où par exemple Pierre Louis, il a toujours la mèche du même côté, il est infernal à sculpter parce que c'est complètement illogique. Donc là, je me suis rendu compte que les yeux étaient un peu trop proches l'un de l'autre. Et donc, je les ai écartés. Et on va parler de quelque chose d'un petit peu intéressant. Là, c'est les découpes. Parce que pour que le prototype, pour que la sculpture puisse être produite en série, en fait, il faut qu'elle soit découpée en plein de petits morceaux. Et moi, ça me permet de m'assurer que le travail qui va être fait en usine respecte, en fait, moi, la manière dont je vois le personnage. Et donc là, moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment découper le plus possible chaque élément pour les isoler, et ça va me permettre d'être sûr que l'usine va les mouler séparément, les peindre séparément, et ensuite on va avoir une séparation des couleurs et des volumes vraiment hyper nets. Donc là par exemple, pardon, excuse-moi. Tu évites le travail de ce qu'on appelle le masquage, qui a fait de la maquette. Ça permet effectivement de travailler les pièces séparément et de les faire déjà en couleur, et ensuite c'est juste une question de montage. Voilà, exactement. Et pour les yeux, par exemple, j'hésite pas à les détruire complètement. C'est-à-dire que là, j'ai percé tout simplement dans la figurine de trous. J'ai évidé la tête de l'intérieur. J'ai graissé toute cette partie-là. Et en fait, à l'intérieur, je mets du mastic de finition. Ça s'appelle du Saint-Ofer ou du mastic polyester. Je bourre l'intérieur de la tête de mastic. Comme la tête est graissée, on va pouvoir sortir cette pièce-là qui va constituer en fait les yeux dans un second temps. Donc, je pense qu'on doit pouvoir les trouver là. Ah non, là j'ai fait la séparation du museau parce que le museau est en beige et le reste du visage est en orange. Et ça, bon mince, là il n'y a pas les yeux. Là on va... Bon, essayez de les imaginer, c'est pas comme dans Gorillaz, les clips, tout ça. On reviendra sur les yeux quand ils seront en couleur, on s'en rend mieux compte. Là, je vous montre quelque chose qui est assez amusant, c'est parfois des idées qu'on abandonne. On les garde pas forcément. On s'était dit à un moment que peut-être ça pourrait être sympa de contextualiser la figurine, parce que c'est vachement à la mode en ce moment dans le milieu des statuettes de collection, c'est de faire des gros décors, de donner l'impression que la figurine est dans un environnement, dans un diorama. Et on s'était dit... Est-ce qu'on bouge ? C'était peut-être, je sais plus qui avait tenté ça, mais l'idée c'était de rappeler un petit peu un doc londonien, et donc on s'était dit des caisses avec un petit peu de brouillard. Est-ce que ça rendrait l'objet plus sympa ou moins sympa ? Et on l'a testé sans le brouillard, on l'a testé avec du brouillard. Et finalement, on s'est dit bon, est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose à la figurine ?
peut-être pas, à part alourdir le prix de la production et le prix de la figurine à la fin, c'est peut-être pas très intéressant de partir là-dedans. Donc c'est une idée qu'on a abandonnée, mais c'était pour vous dire qu'on ne s'interdit pas, même en cours de route, d'imaginer des possibilités qui n'étaient pas forcément prévues à l'avance, et on teste et on voit si jamais on valide cette idée-là entre nous, on la propose ensuite aux ayants droit qui est libre ou pas d'accepter, vu que c'était pas quelque chose qu'on avait proposé au départ. Donc là, on voit que les yeux sont un petit peu sont séparés, donc ils viennent de l'intérieur de la tête. Et vous voyez, il y a quelque chose qui rend le regard très vivant, c'est cette espèce de petite ombre qui a sur tout le pourtour de l'œil. En fait, c'est comme s'il y avait déjà un petit trait de crayon. Et en fait, c'est dû à la séparation de la pièce et la lumière qui vient s'infiltrer dans ce petit creux. Ça donne vachement de vie. Et on le voit, et c'est encore plus vivant que selon la lumière, en fait, c'est plus ou moins profond. Et donc, ça donne un regard qui est vraiment plein de vie. Et en plus de ça, ça assure qu'en production, on ait une séparation entre le blanc et la couleur chair qui est vraiment parfaite. Donc voilà la figurine. Vous avez des questions en cours de route? Si vous voulez poser des questions en attendant. Oui, salut Bilal, ça va? Ça va bien, merci. Globalement, quels seraient les conseils que tu aurais à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu de... Fuyez, pauvre fou. Le premier conseil que je lui donnerais, je pense, c'est de regarder un petit peu ce que font les autres. De regarder plus précisément ce que font ceux qu'il aime le plus, et d'essayer de tester les matières qu'eux utilisent, et pas trop se dire que c'est leur méthode la bonne, forcément. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de se dire qu'on a un instinct, et que cet instinct, on peut le suivre, et que si cet instinct, il nous fait nous sentir le plus à l'aise avec telle ou telle matière, il ne faut pas se l'interdire. Et je pense qu'à un moment, je crois que j'ai discuté avec tellement de sculpteurs, même en France ou en dehors de France, je crois que personne n'a exactement la même technique. Et je pense que le mieux, c'est vraiment à partir du moment où on a l'impression qu'on accroche avec un matériau, avec un instrument, faut s'y accrocher. Essayer de développer des techniques là-dessus, se planter, faire des erreurs. Et c'est vraiment en faisant ses propres erreurs qu'on apprend le mieux. Moi, je sais que c'est vraiment quand mes figurines se sont cassées, quand elles ont cuit trop longtemps au four, pas assez, que j'ai appris à vraiment dompter en quelque sorte la matière. C'est vrai, et quand je dis dompter, il y a vraiment cette idée-là, il y a un peu une bataille. Hein. C'est un peu compliqué, on la déteste, la matière, on l'adore. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas s'interdire de passer vraiment du temps sur une matière, même si on considère qu'elle n'est pas idéale, parce que si on a accroché avec elle au début, faut la tenir. Après, d'un point de vue professionnel, une fois qu'on a vraiment accepté de se lancer à fond dans cette matière-là, de la perfectionner, et qu'on a l'impression d'arriver à un résultat qui est satisfaisant, je pense que là, il faut se confronter à la vie des professionnels, le montrer, et encaisser les coups, parce qu'il y en aura, et les critiques, et garder dans sa tête aussi les compliments qu'on a eus. Il faut que les compliments vraiment nous portent, nous fassent un petit peu oublier les critiques, mais pas trop non plus, parce que souvent les critiques sont bonnes, et avancer, s'y prendre trop tard, et le faire surtout vraiment à fond. Je pense que le secret, c'est vraiment de le faire vraiment à fond. Je pense que tout le monde est capable de faire à peu près tout, mais il faut le faire à fond, il n'y a pas de miracle, quoi. Ne pas hésiter à expérimenter, quoi qu'il arrive, à la hauteur de ses moyens. Et vous l'avez vu, les outils utilisés sont quand même relativement simples. Et je rappellerai toujours, quel que soit le domaine, c'est pas l'outil qui fait l'artiste. Donc voilà, planifiez ce que vous voulez, expérimentez, et puis lancez-vous. Surtout ça, il faut se lancer. Ça, c'est sûr. Ça a repris, c'est bon? Non? Bon. Eh ben écoute, on va continuer. Hein. Alors là, on était sur les yeux, le fait que ça donnait de la vie avec la lumière dessus, que les pièces étaient séparées. Et, oui, parce que donc, si vous ne l'avez pas encore compris, les pièces sont séparées pour faciliter le travail de peinture, de montage, de fabrication, puisque l'idée finale, c'est quand même de faciliter les choses pour obtenir un résultat optimal. Voilà, mais
Pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a aussi en fait une esthétique finale qu'on remarque sur une figurine quand elle est monochrome. On voit que la lumière, il y a tellement de... En fait, le fait que les pièces soient séparées, ça crée un contraste vraiment très fort sur la figurine qui fait que la lumière, quand elle se balade sur la surface, elle passe du blanc au noir très profond, à des gris plus ou moins intenses, et on se rend compte que la figurine, même non peinte, finalement, de la voir sculptée de cette manière-là, elle est déjà, la matière déjà vit, et on n'aurait presque pas besoin de couleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dû aussi au fait de vraiment séparer, creuser la matière. Il faut imaginer, par exemple, ça semble évident que si la capeline, là, le petit haut de son imperméable, était rempli sous le bras, sous le dos, il n'y aurait pas ce noir aussi profond et cette intensité de contraste qu'on a là sur la photo. Et pareil sur les jambes, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête le plus possible. Moi je dis souvent, il faut vraiment creuser les pièces et aller le plus loin possible dans le contraste que la lumière va donner sur la surface. Donc, encore une fois, on passe de dessin avec des traits de contour à quelque chose qui est en volume. Donc effectivement, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, du coup, on passe de l'idée du dock avec des brouillards et des caisses à un socle qui est carrément rond. Voilà. Donc c'était pour limiter les coûts peut-être Non, là c'était vraiment l'idée, c'était surtout de se dire que finalement ça n'ajoutait rien l'idée des caisses et du brouillard, et que le personnage se suffisait lui-même, et donc on n'a pas voulu alourdir en fait l'ensemble par un décor qui n'était peut-être pas au final nécessaire. Et donc voilà la version donc en couleur. Alors c'est pas moi qui peins parce que je suis vraiment nul en peinture. Mes aéros se bougent tout le temps. Je sais jamais quelle densité doit avoir la peinture, quelle température il doit faire dans la pièce pour que la peinture s'accroche bien. Donc ça me rend complètement fou à chaque fois que j'essaye de peindre une figurine. Mais par contre j'aime bien discuter des couleurs avec le peintre. Et là c'est en l'occurrence Daniel Morera, un peintre qui est production manager aussi chez Semic et Maison Ghibli, qui a passé en couleur cette figurine, et je trouve qu'il a vraiment réussi à avoir une espèce de camailleux de beige, du beige à l'orange, en passant par un marron très clair, ce qui donne vraiment un côté chic à l'ensemble, et qui fait qu'il n'y a pas une couleur qui explose par rapport à une autre. Et je trouve que c'est assez proche de l'animé. Dans le dessin animé, il y a cette espèce de douceur, un petit peu dans des couleurs qui ne sont pas trop criardes. Et l'idée, c'était de vraiment rester dans cette espèce de camailleux de beige. Et je suis assez content de ce qu'il a fait, même très content de son travail. Donc, ça, c'est des photos que j'ai prises dans l'atelier. Pareil, c'est pas forcément quelque chose, un travail qu'on demande au sculpteur, mais je pense que le sculpteur connaît. C'est le sculpteur qui connaît le mieux finalement à la fin la statue, pas le personnage, mais la statue. Et il est peut-être le plus à même de trouver les angles les plus intéressants, les plus chouettes, les plus spectaculaires pour la figurine. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et puis l'éclairage aussi. Parce qu'il faut savoir que sur une figurine comme ça, qui est très contrastée, avec des volumes très marqués, la lumière va éteindre ou allumer un volume, et peut-être qu'on a envie de mettre tel ou tel volume plus en valeur, et donc ça c'est contrôlé par l'éclairage. Je trouve ça assez intéressant de se dire que le sculpteur s'en occupe. Donc il y a plusieurs fonds, et puis j'ai testé ce fond bleu que Maison Ghibli a adoré, et on a gardé pour en faire la com finale de la figurine, qui précise donc le prix, la taille, le tirage, puisqu'on est dans un milieu de collection, donc toutes les statues sont toujours éditées en un certain nombre d'exemplaires, et on fait toujours attention de bien mentionner sur les documents qui servent de communication le tirage de la pièce, parce que les collectionneurs évidemment ils sont très sensibles. Alors il y a quelque chose qui est très efficace aussi en peinture, c'est de passer du mat au brillant, et sur les alors toi Yvan, tu le sais puisque toi t'es un peintre et un fan de maquettes, et j'imagine qu'il y a ce même genre de décision à des moments sur des parties brillantes, mat. Tout à fait, ça dépend des échelles, de ce qu'on veut représenter. Par exemple, clairement, là, pour les yeux de Sherlock, moi j'aurais choisi éventuellement de mettre un vernis brillant ou d'utiliser du blanc brillant, parce que l'échelle le permet, et ça permet de faire justement une petite pointe de lumière. Mais on n'est pas obligé de faire ça.
sur certaines figurines et sur certaines maquettes, et notamment sur certains monstres. Je parle là ici de mon expérience personnelle sur un monstre bien connu de Retour de Jedi, qui est le Rancor. J'avais noté que la marionnette utilisée par Phil Tippett dans cette scène du Retour du Jedi, il a comme des yeux noirs, et puis on voit juste une petite pointe de lumière dessus, et comme si c'était une pointe de blanc. Je me suis pas embêté, j'ai fait les yeux noirs brillants, et puis j'ai quand même rajouté une petite pointe de blanc dessus pour forcer la lumière, justement, puisque le volume du coup ne suffit pas. Quand on fait une maquette, une figurine ou quoi, il faut aussi penser lumière, il faut penser volume, et il faut penser au fait que la lumière peut arriver de tel ou tel sens, etc. Il faut parfois forcer les choses. Si vous voyez quelqu'un faire un avion ou une voiture à une certaine échelle, en dessous d'un 24, un 43, le faire entièrement en brillant sous prétexte que le vrai modèle est brillant, c'est une erreur pour moi. Mais là, donc, en maths, ça passe très bien. Et puis en plus, de toute façon, le sujet, c'est un personnage de dessin animé. Donc le travail de peinture est différent par rapport à un modèle, j'allais dire, réaliste. Oui, alors pour le coup, c'est vrai que les yeux, moi je les demande toujours brillants, je trouve que ça ajoute vraiment du peps au regard. Et le fait d'ajouter le brillant avec le fait que la pièce soit séparée, avec ce petit contour naturel de l'ombre autour, ça donne vraiment un visage, un regard vraiment intense que j'aime beaucoup retrouver dans les figurines. Et ça, c'est la boîte, c'est le design de la boîte. Je l'ai mis parce que c'est pas tout le temps, c'est pas souvent qu'on a l'occasion en tant que sculpteur de travailler sur le design d'une boîte. Et sur ce projet-là, qui moi était un projet qui me tenait vraiment vachement à cœur, parce que c'était vraiment le premier personnage que je voulais sculpter quand j'ai commencé. Donc j'avais l'impression vraiment de boucler une boucle dans ma carrière quand j'ai fait ce personnage-là. Et quand ils m'ont laissé la possibilité, Maison Ghibli, de faire le design de la boîte, j'en étais vraiment hyper content. Donc j'ai voulu rester dans quelque chose d'assez élégant, de très sobre, qui met en avant le titre en kanji pour rendre hommage aux Japonais qui s'étaient investis dans la série, puis quand même le rappeler aussi en anglais et avec une image du générique qui me semble vraiment hyper emblématique. Et la plus représentative peut-être. J'ai presque l'impression d'entendre la musique de Kentaro Haneda, donc c'est excellent. On pourrait parler pendant une heure de Kentaro Haneda. Oh oui, mais bon. Cela dit, si vous avez l'occasion, il y a Orbus qui vient de sortir sur Crunchyroll, et c'est lui qui a fait les musiques. Voilà, c'était juste le petit aparté. Parce que Kentaro Haneda, c'est aussi les musiques de Cobra, les musiques de Holmes, c'est les musiques de Macross oui. Et de Orbus. Et voilà, on n'en parle que trop peu de ce compositeur. Ok, tu parlais justement du kanji, il me semble que tu l'avais utilisé sur d'autres projets. Ouais, en fait, quand je travaillais chez Faribol et que j'avais proposé le D'Artagnan en espérant qu'il y ait une vraie collection autour des dessins animés chez Faribol et qu'on sorte de l'univers de la BD franco-belge, je m'étais déjà vachement investi dans le design du certificat d'authenticité, du design de la boîte. Et j'avais déjà commencé à essayer d'intégrer les titres en kanji comme ça pour faire découvrir aux collectionneurs un peu l'origine du dessin animé qu'on ne connaissait pas nous forcément de la même manière en France, puisqu'on avait eu la version nous européenne, et c'était quasiment tout le temps des coproductions en fait, européennes et japonaises. Alors même si on a commencé un peu plus tard, on nous a libéré la salle pile poil au moment où on devait commencer, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on vous a préparé quelques surprises après la présentation du travail d'Alban sur Sherlock Holmes. Tu as un projet très personnel, voilà, avec des personnages que tu as inventés, avec un univers que tu as inventé. Tu as fait un petit bouquin, tu as fait les personnages et tout. Ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, en fait, c'était pendant hyper longtemps, on m'a demandé si j'avais pas eu envie de sculpter un personnage que j'avais inventé moi-même après en avoir sculpté tant inventé par d'autres. Et ça m'a trotté dans la tête. Et puis j'ai vraiment décidé à un moment de récupérer des vieux dessins que j'avais de quand j'étais au collège, au lycée. Et j'ai retrouvé ces petits dessins de ce petit lutin qui à la base était un lutin du Père Noël.
Et j'ai essayé d'en écrire une histoire. J'avais trouvé que c'était trop réducteur de l'intégrer dans l'univers, dans la thématique de Noël. Donc je l'ai intégré dans un autre univers et j'ai écrit un roman pour enfants et que j'ai illustré. Et j'ai sculpté aussi la figurine de ce personnage. Et je vous invite à venir la voir sur mon stand si vous voulez y jeter un coup d'œil. Vous y verrez aussi toutes les différentes évolutions du personnage, du petit squelette jusqu'à la version finale en couleur. Et celle-là, je m'étais par contre mis aux aéros et j'avais souffert pendant 3 jours pour la peindre. Donc celle-là, je l'ai peinte moi-même. Souffre pour toi. Est-ce qu'on se permet... Aussi, ce que tu dis aéro, Ah oui, pardon, aéro, c'est aérographe. Hein. N'hésitez pas à me dire je comprends rien à ce que tu racontes, Alban. C'est ces outils du diable qui permettent de balancer de la peinture, mais il faut utiliser un compresseur, vérifier tout un tas de réglages, passer plus de temps à nettoyer l'outil que de l'utiliser. Voilà. C'est un outil que, vous le devinez, j'adore. Hein, forcément. Non, mais à chacun son truc. Il y a des gens qui font des trucs formidables avec les aérographes. Et encore une fois, c'est pas l'outil qui fait l'artiste. Et tout dépend de qui utilise et comment c'est utilisé, etc. À chacun son truc. Tu nous avais... Alors je ne sais pas si on a le temps ou pas. Est-ce qu'on a 4 minutes? Oui. Eh ben, écoutez, on vous propose un petit film Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la création de de la statue du coup du héros de mon roman. Et vous allez avoir, je pense, sous les yeux pendant la vidéo, tout ce que justement je vous ai expliqué d'après photo. Donc c'est accéléré, c'est en 4 minutes, mais bon, il y a 15 jours de travail dessus. Voilà. Bon, là, on est pile poil dans les temps, alors je suis désolé, on va pas pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, pour libérer la... Si, peut-être ? Ça peut se faire sur notre stand. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à tenter de nous suivre et aller au Hall 4. Je répète qu'il y fait beaucoup plus frais, qu'il y a beaucoup moins de monde. Et on vous répondra sur le stand Alligator avec joie et plaisir. Voilà, donc peut-être à tout à l'heure. Et surtout, merci d'être venu et d'avoir assisté à cette conférence. Merci à Alban. Merci à vous d'être venus si nombreux, ça me fait super de vous voir. Merci infiniment Yvan d'avoir eu l'idée de cette masterclass. Merci infiniment à Alligator de m'accueillir sur le stand. Merci à Japan Expo et merci à vous. Merci à vous tous et merci à Japan Expo effectivement.